Bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Salut Hervé. Aujourd'hui, on s'intéresse à une étape décisive de l'innovation en santé. Comment une technologie médicale passe-t-elle de la preuve scientifique à son intégration dans les pratiques de soins? La télésurveillance médicale en est un exemple très concret. En cardiologie comme en ophtalmologie, des solutions existent déjà pour mieux suivre les patients à distance, détecter plus tôt certaines complications et améliorer l'organisation des prises en charge. Mais entre la preuve médicale et le passage à l'échelle, il reste une étape décisive, l'accès au marché, le financement et le remboursement. Pour en parler, Santé Future reçoit aujourd'hui Laure Millet, responsable du développement stratégique chez Implicity. Implicity est une medtech française spécialisée dans la télésurveillance cardiaque. Et également sur ce plateau, Édouard Gasser, CEO et cofondateur de Tilac Healthcare. Tilac développe notamment Audisight, une solution numérique de télésurveillance en ophtalmologie. Avec eux, nous tâcherons de comprendre pourquoi le passage de l'innovation à l'usage quotidien reste encore un parcours complexe pour les entreprises en santé. Enfin, dans le scan, Hervé nous dit qu'il s'agit là d'un paradoxe bien français. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Laure, bonjour Édouard. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous intervenez dans deux spécialités très différentes, je le disais, la cardiologie, l'ophtalmologie, mais finalement vous racontez la même histoire, celle d'innovations qui ont trouvé leur place auprès des médecins, mais qui doivent encore la trouver dans le système de santé, grosso modo. Commençons justement par comprendre ce que ces innovations changent pour les patients et les professionnels. Laure, concrètement, qu'est-ce que votre plateforme change dans le quotidien des patients et des équipes médicales? Je commencerai au sens large. La télésurveillance médicale, elle va permettre de faire plus de prévention, notamment secondaire et tertiaire, et elle va permettre aussi d'améliorer l'accès aux soins dans les territoires qui manquent cruellement de professionnels de santé. Il y en a de plus en plus. Et donc tout particulièrement en cardiologie chez Implicity, notre plateforme universelle va permettre de suivre l'ensemble des patients, quelle que soit la marque ou le type d'implant qu'ils ont. Et donc, ça va permettre aux professionnels de santé d'avoir un système d'alerte qui va couvrir tous leurs patients sans avoir besoin de se connecter à différentes plateformes à la fois. Donc, c'est un gain de temps et de sécurité. Des pacemakers pour le Exactement. Des prothèses cardiaques implantables, PCI, et des moniteurs cardiaques implantables qui, là, les uns ont une visée diagnostique et les autres vraiment curative. Édouard, même question pour Tilac. Qu'est-ce que Audisight est venu résoudre ? Oui, pour revenir sur ce que disait Laure, je pense qu'effectivement, ça a un impact sur les parcours de soins. Le but de la télésurveillance, c'est vraiment d'optimiser et de permettre aux patients d'avoir un accès plus précoce à leur traitement. Nous, dans notre cas, en fait, on permet de suivre des patients qui sont atteints de maladies dégénératives des yeux liées à l'âge, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique. Et en fait, Audisight va agir comme un filet de sécurité entre les séances d'injection qui permettent de freiner l'évolution de la maladie et donc d'alerter le médecin quand il y a un changement dans la vision, pour pouvoir tout simplement le traiter avec un meilleur timing. Donc c'est de la surveillance entre deux rendez-vous en fait. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y avait un vrai enjeu à ce niveau-là? Tout simplement parce qu'on a un marché de santé qui est en tension, on a quand même relativement peu d'ophtalmologistes pour le nombre de patients. Aujourd'hui, on a environ 6-7 000 ophtalmologistes et juste sur les pathologies que nous on couvre, il y a 1 600 000 personnes qui sont concernées. Donc je vous laisse faire le ratio, c'est quand même assez important. Et puis derrière, il y a des patients qui sont très loin de leur médecin. Donc en fait, créer un outil qui crée un lien entre le médecin et le patient, ça permet tout simplement de créer ce filet de sécurité, de le rapprocher du centre et d'intervenir à un meilleur moment. Et aujourd'hui, vos solutions ne sont plus expérimentales, je le disais, elles sont prescrites, utilisées, évaluées. À quel moment est-ce que vous avez compris que le principal défi n'était plus technologique ni lié à l'organisation, mais plutôt lié à l'organisation du système? Je dirais que ça se fait progressivement. La France a construit un cadre unique autour de la télésurveillance médicale, qui est une technologie remboursée par l'assurance maladie. C'est le seul pays à l'avoir fait en Europe, en tout cas de cette manière-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est une vraie avancée pour les patients et les professionnels de santé. En revanche, nous, chez Implicity, là, on a commencé à avoir des difficultés. C'est-à-dire qu'on a constitué un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé où on démontre un certain nombre de preuves cliniques qui sont évidemment indispensables pour la sécurité des patients. Et donc, c'est dans ce sens-là
que les medtech investissent également, c'est indispensable. Mais ensuite, une fois qu'on a eu nos 2 noms de marque, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé reconnaît que nos solutions pour les prothèses cardiaques implantables et les moniteurs cardiaques implantables sont supérieures aux autres solutions existantes sur le marché, là, à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué parce que pour que les choses se concrétisent, vous avez besoin d'un arrêté d'inscription. Et celui-ci, il a mis à peu près 600 jours à arriver pour notre solution de suivi pour les prothèses cardiaques implantables. Et pour les moniteurs cardiaques, on l'attend, mais pour le moment, les délais sont bien moindres. Donc, on attend patiemment. Où est-ce que ça s'est joué chez Tilac ? Oui, nous aussi, ça a été effectivement un processus assez long. Ça a été quelque chose de... je dirais, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu bien évidemment le marquage CE et les études cliniques, mais ça, je dirais que c'est quelque chose qui est relativement borné. Et puis après, on rentre dans ce qu'on appelle un peu le labyrinthe de l'accès au marché. Donc, on a d'abord fait une expérimentation article 51 qui nous a permis de déployer la solution auprès d'environ 1000 médecins et 15 000 patients. Et puis derrière, on a cherché à accéder au marché via le remboursement. Il y avait le remboursement effectivement de la télésurveillance, comme l'a noté Laure. Alors nous, on a eu un parcours un petit peu différent parce qu'on a eu d'abord un nom de la Haute Autorité de Santé à une voix près qui nous a empêché d'avoir accès au remboursement. Donc on a redû déposer un dossier. Sur quel motif ? Après, c'est la lecture des dossiers, et ça, pour le coup, la Haute Autorité de Santé est souveraine sur ces décisions. Il y a eu des enjeux méthodologiques qui voulaient plus de données. Il y avait bien présomption d'innovation, il y avait bien déploiement, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 1200 ophtalmos et 30 000 patients. Mais ils voulaient encore plus de données pour pouvoir prouver l'efficacité de la solution. Donc, on a redéposé un dossier de prise en charge anticipée, ce qu'on appelle le PECAN, qu'on a obtenu. Et là, on est dans cette phase-là. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé votre solution, je trouvais que vous avez eu droit à la totale, quoi. Franchement, vous attendez 2 ans d'expérimentation article 51, c'est lourd, mais c'est très bien, vous le faites. Les comités consultatifs du ministère disent oui, la HAS dit non, puis 8 mois après dit oui, mais vous autorisez le PECAN, et donc marche arrière. Enfin, c'est insupportable. Comment vous faites pour avoir confiance dans un système de santé qui ne se met pas d'accord avec lui-même ? Je dirais que, en fait... déjà, on respecte l'accès au marché. La vraie difficulté, c'est la manière dont il fonctionne. Moi, je pense que c'est les conditions d'accès au marché qu'il faut qu'on facilite. Après, que la Haute Autorité de Santé prenne ses décisions, ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est compliqué dans notre situation, c'est que ces décisions-là ont un impact sur la confiance qui s'est agrégée au fil du temps et du coup, ont un impact aussi sur les adoptions de ces solutions. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on veut que l'innovation avance, il faut aussi lui faire confiance. Il faut lui donner l'accès au marché, mais il faut aussi la soutenir. Et c'est vrai que parfois, quand on est un peu pris dans ces méandres administratifs, dans ces temps de latence et dans cette difficulté à lire exactement ce qui nous est demandé pour pouvoir atteindre le parcours d'accès, il est suffisamment clair pour une entreprise qui se lance. Alors, il se clarifie. Pour nous, il n'était pas suffisamment clairement parce qu'on n'a pas rempli ce qui nous était demandé. Enfin, en tout cas, on n'a pas été exactement là où on devait aller. Maintenant, je pense qu'il se clarifie. Il y a des guides qui sont publiés. La vraie difficulté, c'est qu'il faut que tout se fasse un peu plus vite parce que sinon, il y a des solutions qui devraient accéder aux patients qui aujourd'hui ne le sont pas et on risque de perdre des innovations et elles vont certainement aller dans d'autres pays et donc des solutions qui sont créées en France vont devoir s'exporter et du coup atteindre des patients américains ou des patients allemands avant des patients français. Donc il y a un vrai sujet. Complètement d'accord. C'est vrai, quand on a une entreprise qui repose sur un modèle uniquement remboursement en France, il y a un vrai risque. Aussi notamment vis-à-vis des potentiels investisseurs. Donc, il faut être en capacité de diversifier, d'aller comprendre comment d'autres marchés fonctionnent. Tu évoquais le marché américain. Effectivement, il y a des marchés de la santé qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe, mais qui peuvent être intéressants quand même d'aller chercher pour des entreprises comme Implicity, même si la France reste notre priorité. Et dans quelle mesure quelques mois de délai supplémentaires, justement, peuvent avoir un impact important sur une entreprise comme Implicity, notamment ? L'impact le plus fort, je dirais qu'il est sur les professionnels de santé et derrière les patients. Les professionnels de santé, on leur annonce qu'on a eu un avis positif pour une inscription en nom de marque, et puis les mois passent, les années là en l'occurrence, le signal ne se manifeste pas, et c'est ça aussi qui, je pense, crée beaucoup de confusion. Les médecins ne comprennent pas très bien pourquoi on a eu un avis positif, pourquoi on a des données cliniques probantes, et pourquoi derrière, en fait, ils ne peuvent toujours pas prescrire notre solution. Et donc derrière, c'est les patients qui ne peuvent pas en bénéficier. Alors vous l'avez mesuré, ça, l'impact? Il est difficile à mesurer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 800 000 patients qui sont porteurs d'un implant cardiaque en France, et il y a moins de 10% qu'on estime être en télésurveillance, en tout cas remboursés dans les files actives de l'assurance maladie. Donc ça donne une idée quand même de
tous les patients qu'on pourrait aller chercher et qu'on pourrait mettre en télésurveillance et donc anticiper les risques, la mortalité également, puisqu'on a un impact important sur la mortalité de moins 26%, les hospitalisations et leur durée. Beaucoup d'acteurs de la health tech décrivent un parcours complexe, on l'a dit. C'est aussi lié à la multiplication des interlocuteurs ? Je pense que c'est lié à la multiplication des interlocuteurs qui sont pourtant sous la même égide, pour la plupart d'entre eux, du ministère de la Santé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions différentes. Alors, ils veulent simplifier ça avec la nouvelle direction du numérique en santé qui vient d'être créée. La réalité, c'est que c'est vrai, de passer d'un service à l'autre apporte un peu de sable dans les rouages. Et Vous avez un exemple, justement ? Nous, on a un exemple assez simple. On a eu notre avis de la Haute Autorité de Santé en septembre et la publication au journal officiel 3 mois plus tard. Et entre les deux, malheureusement, pas de SAS, pas de prise en charge. Donc pendant 3 mois, littéralement, pour l'entreprise, c'est 3 mois où on a soigné, ou en tout cas aidé à soigner les gens sans qu'il y ait de prise en charge. Donc ça, c'est des choses qu'on prend sur nous-mêmes pour pouvoir continuer bien évidemment le soin, mais il y a un vrai problème de continuum si on ne fait pas fonctionner correctement les institutions entre elles. Vous partagez ce point de vue sur ce fonctionnement en silo. En silo, et je pense qu'on gagnerait tous, côté MedTech et pouvoir public, à se considérer les uns et les autres comme des partenaires. La réussite de MedTech comme TILAC, Implicity, c'est aussi la réussite des pouvoirs publics, parce qu'on est quand même en capacité d'apporter des solutions très concrètes pour un système de santé qui, malheureusement, ne va pas très bien. Et donc, voilà, cette démarche partenariale, on espère qu'elle sera au cœur de la feuille de route de la prochaine direction, justement, de la recherche et de l'innovation en santé. Parce qu'on peut vraiment apporter beaucoup de choses et échanger régulièrement nous donne aussi de la visibilité sur où l'innovation a besoin d'aller et ce que l'on peut concrètement co-construire avec les pouvoirs publics. Et dans quelle mesure est-ce que ça peut impacter aussi votre rapport aux investisseurs ? Ça, c'est évident qu'avec une incertitude, derrière une incertitude économique. Et donc, derrière, on va trouver moins de financement, donc on va devoir réduire les effectifs, on doit fonctionner d'une manière un petit peu différente. Et plus on attend, plus on met en danger tout simplement les solutions qui vont entre les mains des patients. Donc en fait, c'est beaucoup de maillons différents qui, mis l'un à côté des autres, malheureusement mènent à cette situation qui peut être vraiment détrimentale pour des entreprises comme les nôtres. Vous partagez ce point de vue sur le rapport aux investisseurs ? Exactement, c'est vrai que dans un système de santé en tension, où on annonce plutôt des économies que l'inverse pour ce qui concerne les dépenses de protection sociale, il est difficile de rassurer un investisseur qui vous dit mais qu'est-ce qui me dit que demain la télésurveillance médicale ne sera pas déremboursée en France ? Et donc là, il faut réussir à faire beaucoup de pédagogie sur la fiabilité du système de santé en France, son système de remboursement, qu'on ne dérembourse pas comme ça des solutions qui fonctionnent du jour au lendemain. Mais ça permet de se confronter quand même à une autre réalité et de s'interroger sur à long terme comment est-ce qu'on peut construire un cadre pérenne pour ces nouvelles solutions. Et si vous pouviez modifier une chose prioritaire dans ce parcours d'accès au marché, ce serait quoi ? Moi, déjà, j'aimerais qu'on respecte les délais de publication. Déjà, juste qu'on fonctionne comme on a prévu de fonctionner. Comme la loi l'a prévu, d'ailleurs. Exactement. Je pense qu'en faisant ça, déjà, nous, on gagnerait à peu près 30% à minima. Alors, pour Implicity, c'est peut-être différent, mais pour nous, à minima, 30% de temps sur 10 ans, ça fait quand même quelques temps. Vous chez TILAC, vous mesurez l'impact de ces délais ? On les a mesurés à peu près 20 à 30% de délai au fil des ans. C'est ce que nous, on a observé à peu près pour arriver au marché. Je pense qu'on pourrait aller plus vite, du coup qu'on pourrait pérenniser beaucoup plus rapidement nos entreprises et même tester plus rapidement aussi nos solutions. Parce qu'il faut que derrière, on puisse être en capacité de les valider et de montrer qu'elles fonctionnent. Et puis de construire cette confiance qui est nécessaire pour changer les pratiques des professionnels de santé. Alors nous, le chiffre qu'on avance assez souvent, c'est de dire au pouvoir public, nous, notre solution, elle a démontré à partir des données du Système national des données de santé, donc c'est pas nos propres données, qu'Implicity fait économiser à peu près 380 € par an et par patient à l'assurance maladie. Donc en fait, le calcul est assez vite fait quand vous prenez le nombre de mois, voire d'années de délai. C'est assez clair que c'est se priver en fait d'une économie assez évidente pour le système de santé. Alors, moi, j'ai un autre indicateur à vous suggérer pour leur balancer. S'ils vous ont fait attendre 600 jours, si je me souviens bien, et vous avez démontré qu'il y avait 26% de mortalité en moins, vous pouvez leur suggérer de calculer le nombre de morts que ça fait, au lieu de rembourser votre solution. Tout à fait.
Et quelles sont les prochaines étapes alors pour Implicity et Tilac ? Les prochaines étapes, c'est que même si on a mis un petit peu l'accent sur ce qui ne fonctionnait pas bien, Implicity est quand même une entreprise toujours en capacité d'innover, de se développer, et on réfléchit à comment on peut se développer, comme je disais, dans d'autres géographies, peut-être dans d'autres aires thérapeutiques dans le futur, mais en tout cas, l'idée c'est de consolider sur ces marques. Exactement, oui. Nous sommes déjà aux États-Unis avec une équipe de vente là-bas et on explore aussi des modalités autour de l'accès au remboursement aux États-Unis. Ce type de projet nous anime et nous permettent aussi de diversifier les géographies. Édouard ? Oui, nous, on a une échéance à court terme qui est le dépôt du dossier à la fin de notre PCAM pour pouvoir pérenniser notre remboursement et avoir un remboursement non de marque. Donc ça va être à la fin d'année, donc ça va être assez important. Déterminant. Et puis derrière, internationalisation et diversification, mais vraisemblablement sur une verticale ophtalmologie de notre côté. Et puis continuer à déployer la solution. On a aujourd'hui 20% des ophtalmos qui nous utilisent, pourquoi pas 50, 60%, et pour pouvoir toucher les millions de patients qui sont concernés par ces pathologies. Restez avec nous, on passe au scan. Et c'est l'heure du scan avec Hervé, bien sûr. Hervé, on parle depuis le début de cette émission de la difficulté à faire passer une innovation du stade de la preuve à celui de l'usage. Et toi, tu nous dis que justement, il existe une procédure censée accélérer cet accès aux innovations thérapeutiques. Absolument, on vient de parler des innovations dans le digital. Moi, je vais plus recentrer sur les innovations dans le médicament. Et effectivement, en 2021, l'excellent ministre Olivier Véran a déclaré qu'il faut faciliter l'accès à l'innovation. Le genre de phrase que tous les hommes politiques adorent prononcer. Il a fait quelque chose pour simplifier. On est passé de 6 dispositifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, les ATU, les RTU, à 2. 2, dont un qui est l'accès compassionnel, c'est vraiment un médicament au AMM, un malade qui est complètement au bout de vie, on tente un truc au AMM, et c'est autorisé, c'est assez exceptionnel. Et deuxième, c'était l'accès précoce. Et ça, on a vendu aux industriels du médicament le fait que ça allait tout changer. On allait pouvoir prescrire le médicament avant qu'il n'ait l'AMM et ainsi éviter des pertes de chance aux patients. Donc, très belle idée de départ quand Olivier Véran a déclaré ça. Mais je ne sais pas si vous avez suivi le nombre de dossiers d'accès précoce qui ont été attribués. Donc, en 2024, 29 dossiers déposés, 15 acceptés, 1 sur 2. En 2025, les industriels commencent à comprendre, il n'y a que 10 dossiers déposés, il n'y en a que 3 acceptés, 1 sur 3. Ça baisse. Donc, il n'y a pas besoin d'être très très fort en maths pour se dire que les industriels ont compris que l'accès précoce se refermait. Pourtant, dans le même temps, dans le cancer du sein, le LED a démontré que grâce à l'accès précoce, on avait sauvé 4000 vies en 3 ans. Donc là aussi, équation simple à comprendre. Refus de l'accès précoce égale perte de chance. Et il y a un autre chiffre à connaître, c'est 560. Oui, alors 560, vous savez, c'est en moyenne le nombre de jours qu'il faut attendre en France pour avoir accès à une innovation thérapeutique. Alors 560, c'est beaucoup, vous allez dire. C'est sûr que si on se compare à l'Allemagne, 56 jours, on se désespère. Il vaut mieux se comparer à la Roumanie, 1200 jours, et là, on se rassure. Mais pourquoi Parce qu'on a un système d'évaluation qui est le plus strict du monde. Vous l'avez apprécié, vous l'avez rencontré, eh bien, il est partout. Et en fait, cet excès d'évaluation, de mon point de vue, limite l'accès à l'innovation. Nous avons la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui impose des règles drastiques d'évaluation. Et il faut démontrer l'amélioration du service médical rendu par rapport à ce qui existe. Et ensuite, vous passez au CEPS, au Comité économique des prix de santé, donc comité économique, qui vous donne un prix et un taux de remboursement. Et bien là, bonne chance, si vous n'avez pas le bon ASMR, amélioration du service médical rendu, vous avez le prix du générique. Donc résultat, eh bien 60% des innovations arrivent chez nous et plus de 90% en Allemagne. Et par exemple, 5 nouveaux antipsychotiques viennent d'arriver partout en Europe sauf en France. Et 3 nouveaux traitements de fond de la migraine viennent d'arriver partout en Europe sauf en France. Et tu as des exemples à méditer. Ah oui, alors j'en ai plein. Alors je ne vais pas faire 25 minutes là-dessus, mais la maladie Alzheimer, vous avez entendu parler de cette histoire du lecanemab, un anticorps monoclonal, qui est le premier médicament au monde à avoir démontré qu'il réduisait la progression de cette maladie. L'étude dit moins 27% de déclin cognitif au bout de 18 mois. La HAS considère que c'est pas assez. Mais versus quoi? Il n'y a pas de traitement. Donc, ils considèrent que c'est pas assez, donc refus de l'accès précoce. La filiale France d'Esaïe est en difficulté, le produit ne sera pas lancé. Et pourtant, ce médicament est aujourd'hui lancé aux États-Unis, au Japon, en Suisse, au Royaume-Uni. Et les neurologues comprennent pas, et les familles des patients sont désespérées. Et j'en ai plein d'autres. Leqvio chez Novartis,
c'est contre le cholestérol, le mauvais cholestérol, une injection tous les 6 mois et au lieu de prendre votre statine tous les soirs. Formidable. Aux USA, ça cartonne, c'est prescrit à plein de gens. En France, c'est limité à une toute petite niche. Vraiment quelques centaines de patients pour pas dépenser, quoi. Parce que ce que ces histoires nous racontent, c'est que derrière l'évaluation médicale des dossiers, il y a une vraie compréhension économique. C'est-à-dire que ça va coûter cher l'histoire, mais les industriels, ils savent compter aussi. Et donc, ils ont bien compris que les USA représentaient 50% du chiffre d'affaires d'un médicament et 80% des profits, alors que la France, c'était quand même sensiblement moins. C'est 2% du chiffre d'affaires et 1,5% des profits. Donc vous seriez un gros industriel, qu'est-ce que vous feriez? Vous diriez, tant pis, je fais l'impasse sur la France, et donc je ne peux pas lancer en France, et surtout je ne peux pas accepter un prix pourri, parce qu'en plus, si j'accepte en France un prix pourri, ça dégrade mon prix européen. Donc c'est vraiment la double peine. Résultat, les industriels commencent à envisager d'oublier la France. Et dans les maladies rares, c'est mieux? Ah non, c'est pire. C'est pire. En France, on a pareil, quelques pourcents, et c'est 2-3 fois plus en Allemagne. 36% de disponibilité en France, 80% en Allemagne. Là aussi, je peux vous raconter, c'est pas une anecdote, c'est un cas. MGRX, traitement définitif de l'hémophilie B, thérapie génique. Une injection, vous êtes guéri. Donc c'est accepté dans plein de pays. En Europe, un des pays, la Belgique, l'Allemagne, pas loin. En France, refus de l'accès. Refus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se faire soigner juste derrière la frontière. C'est quand même étonnant, quoi. Donc il y aurait une décision courageuse à prendre. Alors en disant décision courageuse, je me rappelle la définition du mot oxymore. Il faudrait dire oui, on veut accéder aux innovations dites de rupture et donc on accepte de les payer plus cher. Mais comment les financer? Parce que les caisses sont vides. C'est la quadrature du cercle. Ah, c'est clair, on n'a plus d'argent, alors on n'ose pas le dire, alors on se dit qu'on va évaluer de façon médicalement de plus en plus stricte les dossiers. Et comme ça nous permet de retarder le remboursement ou de le refuser, ou de demander des études complémentaires qui coûtent une fortune. Bonne façon de couper les pattes à un industriel, ou alors de proposer à la fin un prix super bas, tout à fait inacceptable pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Donc au départ, on part d'une belle idée, l'accès précoce à la française, et puis clairement les industriels ont compris assez vite qu'on est en train de conceptualiser le refus précoce d'envisager la France. Merci beaucoup Hervé. Chers invités, vous abondez dans le sens d'Hervé. Moi, je pense effectivement en France qu'on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a un principe de précaution plutôt qu'un principe d'audace. Et je pense qu'en santé, c'est un vrai sujet, mine de rien, et surtout sur des innovations de rupture, comme vous le disiez si bien. Et mine de rien, on le ressent quand même d'une certaine façon quand on déploie nos solutions. Je dis pas que ça se défend pas, mais je dis qu'il faut le mesurer, et dans ces cas-là, il faut l'argumenter, parce qu'il y a plein de patients qui pourraient accéder à ces solutions qui potentiellement ont une vraie perte de chance. Donc je pense que si le sujet c'est de faire un principe de précaution, il va falloir le défendre auprès des autorités scientifiques, auprès des médecins, auprès des patients. Et je suis pas certain que tout le monde soit vraiment aligné avec ce principe de précaution. Alors je dirais que c'est presque maintenant une question politique, c'est-à-dire qui ou à quel moment aura-t-on le courage de se dire que le système ne fonctionne plus? Je pense que la santé a trop longtemps été considérée comme un poste de coût, de dépense, et pas du tout comme un investissement. Avec des exercices comptables comme le PLFSS qui se font d'une année sur l'autre, on ne peut pas apprécier à sa juste valeur les économies générées, l'amélioration du service médical rendu auprès des patients. Donc il y a une vraie réflexion systémique, je pense, à avoir sur ces sujets-là, et pour permettre, in fine, qu'on puisse sauver des vies, ou en tout cas améliorer le quotidien des patients qui pourraient se voir prescrire les solutions que vous avez détaillées tout à l'heure. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été les invités de Santé Future. Laure Millet, responsable du développement stratégique chez Implicity, et Édouard Gasser, CEO et cofondateur de Tilac Healthcare. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Hervé, on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Et à très bientôt sur Be Smart for Change.